got to let it show. I want the world to know. I got to let it show. I'm coming out. I want the world to know. I got to let it show. I'm coming out. I want the world to know. I got to let it show. I'm coming out. I want the world to know. I got to let it show. I'm coming out. I want the world to know. I got to let it show. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Mon nom est Catherine Bachand. J'ai l'immense honneur d'être votre animatrice aujourd'hui en direct de Québec. Tout d'abord, je vous remercie d'être présent avec nous aujourd'hui, mais je vous remercie surtout de soutenir le mouvement numérique au féminin qui, cette année, vous présente diversité et inclusion. Je veux commencer tout de suite en allant saluer et en remerciant DJ Abeille. Abeille Gélina, bonjour! Allô, c'est gentil. Salut tout le monde. Merci beaucoup de me recevoir. Merci pour le beat. Ah, ça m'a fait du bien. Je vous le cacherai pas. C'est Je suis vrai, très hein? nerveuse. Je chevrotte un peu. Je peux pas le cacher. Alors, mais... quand on est, c'est parfait. Quand on est nerveux, justement, là, de laisser aller un petit peu comme ça avec la musique, ça peut tellement faire du bien d'évacuer. Merci vraiment de partager ton talent avec nous. Je vais commencer par une demande spéciale. Abeille, je suis allée stalker un petit peu ton compte Instagram, évidemment. Je suis prof de yoga. J'aimerais un jour pouvoir faire du yoga avec toi. Alors voilà, je l'ai lancé dans l'univers. J'espère que ça pourra exister et se produire un jour. J'adore! Dis-moi, c'est super. en voyant ton compte Instagram et l'importance que ça peut avoir peut-être dans ta carrière, je voudrais savoir pour toi, qu'est-ce que ça représente numérique au féminin? En fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente beaucoup. Et moi, en tant que DJ, je peux vous dire que j'ai fait une petite recherche et je suis surprise de voir qu'il y a seulement, encore aujourd'hui, environ 15 de femmes qui sont DJ dans le monde. Donc, je pense qu'on a encore vraiment un bon bout de chemin à faire, à prendre notre place de plus en plus. Mais je dois dire qu'il y a un support qui est incroyable entre femmes dans ce domaine-là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée beaucoup dans la dernière année parce qu'on a tellement dû, tout le monde, évidemment, se réinventer, là. Et moi aussi, en tant que DJ, je me suis construite un petit sous-sol tout seul, un studio dans mon sous-sol. Et justement, j'ai plein de filles autour de moi, DJ, qui ont fait la même chose, puis on s'est entraidés. Donc, ça peut être vraiment très, très fort, la sororité. Bien, c'est important, je trouve, le point que tu touches, la solidarité entre femmes dans un mouvement comme celui-là, diversité, inclusion, ça numérique au féminin, la solidarité féminine, mais ça passe aussi avec la solidarité des hommes à notre projet. Merci beaucoup, Abeille, puis tu vas rester avec nous tout au long de notre événement. Merci beaucoup. Oui, et pour absolument. lancer... Bon événement. Merci. Et pour lancer officiellement, je vous présente une vidéo d'un homme qui a la cause numérique au féminin tatouée sur le cœur. En fait, il faut savoir que quand la 3e édition s'est terminée l'année passée, ça venait tout juste de se terminer. C'est encore tout chaud. Il dit là, vous allez me le dire, l'année prochaine, vous allez m'inviter encore. Est-ce que je vais pouvoir être là encore, s'il vous plaît? C'est tellement le fun. J'aimerais ça participer encore. Alors, sans plus attendre, je vous présente le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, M. Éric Kerr. Mesdames, bienvenue à cette 4e édition de Numérique au féminin. Je dis mesdames, mais accessoirement, je pourrais dire messieurs, bienvenue aussi. Même si vous êtes là, vous pouvez rester. Une 4e édition sous le thème de diversité et inclusion. Un thème qui colle parfaitement à l'univers numérique parce qu'on sait l'univers numérique ne connaît pas de frontières. Donc, l'idée de la diversité et de l'inclusion est clairement inhérente à l'univers numérique. Maintenant, l'univers numérique connaît aussi des petites difficultés, il faut bien se dire,
en termes d'inclusion et en termes de diversité. Et je parle de vous, mesdames. Dans l'univers numérique, seulement 11% des emplois au Québec sont occupés par des femmes. Dire que c'est faible, c'est un doux euphémisme. Il faut faire mieux. On peut faire mieux. Je vous propose des pistes de solutions pour la réflexion, évidemment. D'abord, je pense que ça prend des modèles. Il faut absolument que les jeunes femmes du Québec qui envisagent une carrière dans le numérique puissent avoir des exemples, des modèles, des femmes qui sont en situation d'autorité, qui sont en situation de leadership et qui font la démonstration qu'on peut être une femme dans l'univers numérique et occuper des postes d'autorité, occuper des postes de leadership et être des innovatrices, être des personnalités qui dessinent le futur du Québec. Ce que ça prend aussi, c'est de la relève. Il faut absolument que nos jeunes filles soient initiées à l'univers numérique très tôt. Parce que, malheureusement, il y a une espèce d'image un peu négative qui s'est dégagée des personnes qui sont impliquées dans l'univers numérique. Et cette image-là percole, malheureusement, surtout chez nos filles qui hésitent à vouloir s'associer à cette image-là. Donc, très tôt, je pense qu'il faut initier nos filles à l'univers numérique, aux technologies de l'information. Et quand je dis très tôt, je parle de dès l'école primaire. Je salue des initiatives comme Code de filles qui ont pour objectif de faire ça, de permettre aux filles de s'initier au numérique, de voir à quel point c'est un univers de créativité, un univers d'imagination, un univers d'innovation qui a besoin de personnes qui ont ces qualités-là, qui ont envie de faire ça. Mais on peut commencer encore plus tôt. Et plus on va le faire, plus on va initier nos jeunes filles tôt à l'univers du numérique, plus on va attirer des filles dans cet univers-là qui en a grandement besoin. On ne peut pas créer un univers en mettant de côté 50% de la population qui va habiter cet univers. On ne peut pas faire ça. Donc, je pense que comme société, on a ce devoir-là d'intégrer nos jeunes filles, de les attirer dans l'univers numérique et de créer cette diversité-là dans tous les âges, dans tous les horizons, de s'assurer que nos jeunes filles ont une opportunité de faire une carrière dans le numérique. Donc, je vous laisse évidemment réfléchir à ça. À vous, mesdames, de faire cette réflexion-là, de proposer vos solutions. Je pense que c'est à vous à trouver effectivement les solutions qui vont faire en sorte que l'univers numérique va être plus attractif pour les filles. C'est à vous à faire en sorte que le thème de diversité et d'inclusion trouve des réponses aux questions qu'on se pose, à savoir comment on amène plus de filles dans l'univers numérique. Alors, bonne réflexion, bonne continuité. Monsieur Kerr, ce sont des pistes de réflexion très intéressantes. Effectivement, on a du travail à faire. Monsieur Kerr, il l'a mentionné, on est à la 4e édition cette année. L'an passé, à la 3e, il y a comme un monde qui sépare les deux éditions. On était au port de Québec, à peu près 300 personnes, tous au même endroit. On partageait un repas, on se faisait l'accolade. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de purée. C'était vraiment complètement un autre univers. Et 1 an plus tard, on en est là aujourd'hui. Si vous pensiez qu'une petite pandémie mondiale allait avoir raison de l'initiative et de l'ingéniosité du comité organisateur de Numérique au féminin, c'est bien mal les connaître. Cette année, non seulement on est rendu à 800, près de 800 personnes qui participent aujourd'hui. On a pas mal de belles choses qui se préparent pour vous. J'ai très, très hâte de pouvoir vous présenter ce qui s'en vient, mais sachez que en se tournant comme ça, puis en se réinventant pour un événement comme aujourd'hui, en le rendant gratuit et en ayant tout près de 800 personnes, en le faisant de façon virtuelle d'un bout à l'autre de la 20, puis d'être capable d'aller chercher des gens partout en province, c'est parce qu'on a des partenaires qui croient en la cause et je tiens absolument à les mentionner. Alors, les partenaires présentateurs sont Groupe Agenda et Mon Avenir TI. Remerciements également aux partenaires majeurs, la Banque nationale, GoSecure, GFT Canada, IA Groupe financier, Lévio et le gouvernement du Québec. Aujourd'hui, on va passer 90 minutes ensemble, formule apéro à l'heure qu'il est. Je vous invite peut-être à vous prendre un petit verre et vous installer avec nous pour les prochaines minutes. On fait discussion avec des invités de marque, vraiment. Puis je vais même vous faire une petite confession. Quand on m'a demandé d'animer, j'étais honorée, je trouvais ça super le fun. Mais en travaillant pour préparer l'événement avec vous,
Je suis complètement tombée en amour et j'ai rencontré des gens tellement extraordinaires. Je ne me peux plus de vous les présenter aujourd'hui. J'ai tellement hâte. Puis je passais mon temps à parler autour de moi. Hey, tu savais qui j'ai rencontré? Puis là, il m'a dit telle affaire. Puis, hey, tu sais, telle situation. Bref, je suis devenue comme une ambassadrice de numérique au féminin parce que je suis tombée dedans grâce à l'invitation qu'on m'a faite. Sachez que tout au long de cet événement, vous pouvez nous écrire via le clavardage. Il y a quelqu'un qui est là, quelqu'un du comité organisateur. Vous avez des commentaires, vous avez des réactions, vous avez des questions. N'hésitez pas, allez-y sur le clavardage. On vous lit, il y a quelqu'un qui est là et on va prendre tout ce qui s'écrit là. Je l'ai mentionné tantôt, la 4e édition, là, Next Level, si vous me permettez l'expression, elle est complètement sans limite et vous serez à même de le constater alors que je vais rejoindre celle qui souffle sur les braises du mouvement numérique au féminin, ma co-animatrice pour aujourd'hui, Marie-Pierre Saint-Hilaire, sur le plateau de Montréal. Bonjour, Marie-Pierre. Salut Catherine, merci beaucoup d'être avec nous. Merci beaucoup d'animer cet magnifique événement qui est vraiment très cher à notre cœur. Tu l'as dit, 4e édition. Première fois, par exemple, physiquement à Montréal. On trouvait ça important d'avoir un studio à Montréal et à Québec pour pouvoir amener le mouvement ailleurs et évidemment pousser le numérique au féminin à son maximum. Le thème cette année, on a décidé de travailler beaucoup sur la diversité et l'inclusion. On le voit là, au niveau de la pandémie, on a parlé beaucoup de culture d'innovation. On sait que les organisations du futur, c'est des organisations qui vont innover. Alors, comment être capable d'innover si on n'est pas diversifié puis on n'est pas inclusif? Alors, au-delà de parler du fameux 11 de manque, ou en tout cas du 11 qu'on veut accroître de façon majeure au niveau du numérique et des technologies, on peut parler aussi des multiples générations, on peut parler des cultures et évidemment là, des genres qu'on a besoin dans notre organisation pour passer à un autre niveau. Donc, pourquoi ne pas prendre ce mouvement-là pour parler plus at large de diversité et inclusion? Pour ça, tu l'as dit, on a des conférenciers extraordinaires. J'ai la chance de faire partie du comité organisateur. Donc, on a soufflé quelques noms qui étaient intéressants et qui représentaient, à notre avis, diversité et inclusion. Et je commencerai par Lynn D'Amico. Lynn est vice-présidente et chef de la sécurité de l'information à la Banque nationale, mais avant tout, elle est aussi une femme qui a une maîtrise à l'Université de Phoenix en Californie et elle a fait la Navy américaine. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Je pense que c'est assez unusual, comme on dirait, à Montréal. On a aussi, sur le plateau de Québec, Alexandre Grégoire et Valérie Beaupré, qui sont un couple de Québec, qui ont décidé, eux, d'être nomades et de vivre du numérique depuis plusieurs années. Donc, pas froid aux yeux, un modèle d'affaires tout à fait hors du commun, 85 000 personnes qui les suivent. Donc, on va en entendre parler plus sur comment on peut vivre de tout ça. Notre ami Fabrice Ville, ravi Fabrice. Alors Fabrice, ça fait plusieurs années que j'ai rencontré Fabrice pour 3 points. Fondateur, avocat, entrepreneur social. Tu as aussi fait le documentaire Briser le code. Donc j'inviterais les gens, si vous ne l'avez pas vu, à l'écouter. Finaliste et Going Green, lauréat du prix jeunesse en philanthropie. Je vais arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur toi. Merci d'être présent puis de pouvoir mettre ton côté piquant à la conversation. Et nous avons des États-Unis, Laurent Bernard. Alors, on voulait avoir un petit côté international. Laurent représente bien ça. Laurent a une maîtrise à la Business School de Paris, le ESCP. Il est certifié aussi Flow Coaching, donc on parle de plus en plus de business coaching dans le monde corporatif, et de la Ross School of Business du Michigan. Il a été vice-président des ressources humaines chez Steelcase. J'ai eu la chance d'ailleurs de le rencontrer dans ce propos, dans cette fonction-là. Et maintenant, il aide d'une main de maître le Centre d'intelligence culture à déployer ses ailes un peu partout au monde. Donc, merci Laurent, merci beaucoup d'être présent avec nous, évidemment à distance, puisqu'on n'a pas été capable d'ouvrir les frontières juste pour toi. Alors, merci Catherine. C'est le temps justement de plonger et de nous présenter et de laisser parler nos conférenciers. Oui, puis on va commencer avec notre toute première invitée, Lynn D'Amico. Puis ce que vous devez savoir, c'est que Lynn est extrêmement sollicitée, on le sait, et on a le grand privilège qu'elle ait choisi de nous accorder du temps aujourd'hui, d'être avec nous sur le plateau. Puis elle le dit, je vais la laisser quand même vous le mentionner, c'est qu'elle-même, en étant dans un milieu traditionnellement masculin, très peu de femmes, elle aurait aimé avoir des modèles féminins quand elle a débuté sa carrière. Bonjour, Lynn D'Amico.
Salut Catherine, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Écoute, je vais commencer avec ton titre et ma première question. Vice-présidente et chef de la sécurité de l'information à la Banque nationale. Il y a eu combien de femmes à ce poste-là avant toi? Écoute, ce que je peux dire, c'est qu'il n'y en a pas énormément. J'en ai une en mémoire. J'étais plutôt jeune, là, Brigitte, donc il y avait le rôle de ciseaux amalgamé avec d'autres choses. Là, mais définitivement, avec mes collègues dans les institutions financières à Toronto, quand j'apparais à la table, il y a comme « Ah, s'est-tu trompé de salle? » Non, 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 je suis là alentour de la table. Donc, je suis souvent je suis en minorité, effectivement. Comment on en arrive à se retrouver dans ce poste-là? C'est quoi ton parcours professionnel qui te mène là? Écoute, ça part vraiment de loin, là. J'ai toujours œuvré j'ai eu des loisirs que j'aime qui étaient les sports. Donc, je me trouvais souvent avec des hommes. Jouer au tennis, jouer au hockey, j'aimais ça. Mes choix d'études, j'étudiais en mathématiques. Il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus là-dedans. Je choisissais aussi des organisations comme la US Navy, où est-ce que j'étais minoritaire sur plein de plateaux, femmes canadiennes blanches, aussi professionnelles en minorité. Donc, j'ai souvent choisi des endroits où est-ce que je me retrouvais là, pas mal toute seule, mais sans m'en rendre compte. Tu sais, j'y allais comme ça, comme j'étais moi. Souvent, il fallait que quelqu'un me le fasse remarquer que j'étais différente. Donc, j'étais beaucoup avec des hommes et des garçons qui m'ont apporté énormément. Puis, j'imagine, la vie, c'est rééquilibrer les choses. Donc, j'ai 3 petites filles aussi. Là, fait que mon chum est en minorité chez nous. Solide. Oui, oui, effectivement. On y rappelle assez souvent. Fait que je suis partie vraiment avec ça. Au secondaire, c'est drôle parce qu'on se définit, puis tout le monde a un parcours très différent. Là, mais de mon côté, j'essayais beaucoup d'être comme un homme. Je n'essayais pas d'être une femme, j'essayais de mimiquer les hommes. Au secondaire ou au primaire, c'était je suis tough, je tombe, je me relève. Quand on s'obstinait, au lieu de dire veux-tu en parler? Ben non, des hommes souvent ou des garçons, ça se bataillait. Fait que j'embarquais là-dedans puis je m'oubliais. Donc, j'essaie d'aider mes filles aussi, que je vois qu'ils vivent un petit peu le même parcours. Là, mais ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que comme femme, à part entière, j'ai ma place alentour de la table. J'ai pu être un homme ou d'essayer d'être un homme. Je dis ça comme si c'était super facile, là, mais c'est un cheminement de plusieurs années là, qui nous amène à comprendre qu'on a une valeur emmenée à la table, que ce soit nos idées, notre approche, notre façon d'être. Donc ça a été un de mes apprentissages. Mais tu touches à un point qui est quand même très important parce qu'on a souvent tendance, les femmes, nous autres, quand on se retrouve dans une situation comme la tienne, à vouloir être one of the boys. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est l'inverse qu'il faut réussir à faire. Oui, essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas, que tu ne représentes pas, qui n'est pas ton naturel. Tu n'es jamais, jamais à ton meilleur. Là, puis you want to fit in. Tu sais, je me souviens de mes patrons qui m'avaient dit Lynn, tu vas être dans le boys club, comment tu te sens? Puis je me suis dit I'm a girl. I'm going to have high heels, je vais avoir mes souliers, je vais arriver comme ça, puis avec mes idées, mon approche. Puis il faut se trouver un système de support, c'est clair. Là, au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie, dans notre carrière, il faut se trouver des gens qui nous encouragent, qui poussent nos limites, qui nous permettent aussi de l'introspection. On avance par apprentissage, puis ça fait mal, des apprentissages. Si moi, je me dis « it has to hurt », si ça fait pas mal, on n'a pas appris. Donc voilà, je pense qu'il faut être nous-mêmes, il faut apprendre à s'accepter aussi, avec toutes nos imperfections. Donc, J'aimerais tantôt qu'on aborde le fait que tu es maman, mais j'aimerais savoir comment une francophone femme se retrouve à la Navy. C'est quoi le parcours pour qu'on se retrouve là? Oui, c'est super intéressant. Puis c'est mon chum. Dans le fond, mon chum a voulu aller étudier en Californie. Puis j'ai décidé que je le suivais pas au début. Je me suis dit, c'est pas moi. Je suis pas très aventurière. J'ai ma famille, mes amis. Mais quand il est parti, je me suis dit, aïe, il faut que j'essaye ça. Fait que je suis partie en 2 semaines, malgré mes parents qui ne voulaient pas que je parte. J'avais 22, 23 ans. Je suis partie loin, en Californie. Pour moi, c'était l'étranger. Je m'en allais vraiment loin. J'ai découvert plein de choses. Vraiment, je suis arrivée là avec mon ambition, mon énergie. C'était ma première job. Donc, j'arrive dans un milieu très structuré, militaire,
assez impressionnant quand tu arrives là avec aucune expérience de travail. Mais c'est quand même pas Puis- pire. Ta première job, je m'excuse de t'interrompre, ta première C'est job, bon. c'est la Navy. Oui. OK, Oui. d'accord. Je Oui. voulais juste le noter comme ça au passage. C'est parfait. C'est quand même pas banal, c'est extraordinaire. Je Ah non, m'excuse de c'est- t'avoir c'est- interrompu. Continue. C'est super correct. Non, c'était super intéressant. Puis, on travaillait en statistique. C'est là que j'ai découvert aussi les technologies. Puis, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est... J'étais dans mon milieu au Québec, sur la rive sud de Montréal. Puis là, je me retrouve dans un environnement anglophone avec plein de différentes cultures alentour de moi. Beaucoup d'hommes, bien sûr, très peu de femmes professionnelles qui étaient là. Puis c'est un apprentissage parce que dans mon milieu, j'étais toujours en majorité là, quand on était entre Québécois. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai appris sur l'impact qu'on peut avoir quand on est en majorité sur une personne qui est en minorité. Parce que, justement, on a comme un sentiment qu'on se fait intimider. Puis ça n'en prend pas beaucoup. Je me souviens très bien, là, j'étais avec des amis dans un pub. Puis, dans le fond, le pub s'est rempli de plein de personnes, de beaucoup de cultures différentes. Puis moi, je n'avais pas remarqué que j'étais la seule blanche. Et puis ce qui ne change pas, c'est que les femmes, on s'en va toujours à la salle de bain, puis il y a plein de monde, puis on se met à jaser. Sauf que je ne connaissais pas leur historique, leur culture. Puis il y a une personne qui a fait une blague. Puis j'ai ri, j'ai souri, puis j'ai remarqué que tous les yeux étaient rivés vers moi. J'ai compris à ce moment-là que je ne partageais pas la même culture, la même histoire qu'eux, puis que j'aurais dû réfléchir un petit peu plus peut-être avant de faire un sourire. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, de me sentir comme ça. Être dans un milieu d'hommes, c'est une chose. Être une minorité en termes de culture, c'en est une autre. Donc, je suis sortie de là avec beaucoup d'apprentissage là, sur tous les plans, personnel, professionnel, etc. Et comment Et ça après, a je suis revenue à façonné- Montréal. Ouais. Et comment ça a façonné justement cette expérience-là? Comment ça a façonné la suite de ton parcours professionnel? Bien, je dirais, au début, ça a comme animé mes ambitions. Tu sais, je ne pensais pas partir là-bas, puis de découvrir toutes sortes de choses sur tous les plans. Je me suis dit, ça ne peut pas s'arrêter là. Donc, quand je suis arrivée à la banque comme analyste, j'étais dans un petit département de technologie d'une ligne d'affaires. Puis bon, tu sais, tu fais ton travail, tu le fais bien. J'étais encore avec beaucoup d'hommes. Et là, une de mes patronnes me dit, peut-être 10 ans que j'étais à la banque, elle me dit, Lynn, il y a l'EFEA. Je dis, c'est quoi l'EFEA? Elle dit, bien, je t'inscris. Fait que là, j'ai dit, bon, OK. Puis j'étais rendue dans un moment dans ma carrière pour plein de bonnes raisons. Là. Bon, j'ai eu 3 enfants, etc. J'avais comme, l'ambition était un peu réduite là, à son minimum. Puis l'EFEA est venu vraiment... je vais dire, mettre de l'huile sur la flamme. J'ai retrouvé une confiance réseautée. Tu sais, on va en parler un peu, là, le réseautage entre les femmes. Tu sais, ce système de support-là, il est très important. Puis souvent, entre femmes, on ne le fait pas. C'est ce que j'apprends des hommes, des garçons, c'est comment ils réussissent à réseauter ensemble facilement, l'entraide qu'ils retrouvent. Donc, l'EFEA, j'ai eu des moments, un moment, entre autres, là, si je peux me permettre, c'est l'effet du muffin. J'étais à une conférence avec Isabelle Hudon, puis elle faisait son speech. Puis à ce moment-là, j'étais vraiment là... entre mes 3 filles, ils étaient quand même assez jeunes, j'avais le travail, vraiment un grand déséquilibre où est-ce que tu essaies de tout faire en même temps puis d'être la championne partout. Et puis, elle me racontait qu'elle, son garçon, au primaire, fallait qu'elle fasse des muffins ou des gâteaux pour apporter à l'école. Puis, un moment donné, elle s'est dit, « Maman, là, elle n'aime pas ça, faire des muffins. » Puis, elle a d'autres loisirs, elle a d'autres choses. Donc, maman, elle n'en fera pas de muffins pour l'école. Puis là, je me disais, oh my God, elle n'a pas fait ça. Ça se peut pas qu'elle ait dit ça. C'est impossible comme maman. Il faut que tu sois in the baking gang, des mamans qui cookent. Tu sais, tu peux pas être à part de ça. Puis là, elle a fini son histoire, puis elle me disait, tu sais, mon garçon, aujourd'hui, là, il est super bien. On a une belle relation. Puis pour lui, faire des muffins ou aller en acheter, ça faisait pas de différence. Puis ça m'a enlevé tout un gros morceau là, de culpabilité qu'on a tout le temps comme femme avec des enfants. Mais ça, c'est un point. Ah oui, tu touches à un point très important. Culpabilité, maternité et carrière. De jumeler tout ça, puis quand il est question d'inclusion aussi, c'est un point important. Est-ce qu'il y a un écart entre toi et tes collègues de travail par rapport à ça?
Je dirais, dans le fond, tu sais, une des choses qu'on voit souvent, c'est qu'entre femmes, on peut se juger. Donc, puis l'écart, des fois, je la vois là, dans le sens que, tu sais, après mes grossesses, ben, je suis retournée travailler assez tôt. Tu sais, la passion qui est là pour plein de raisons aussi. J'étais bien supportée par mon chum. Fait que je retournais travailler, mais tu sais, j'étais fatiguée. Là. Il y a des fois, là, tu sais, tu passes des nuits blanches, tu es verte avec 3e café, puis là, tu as une collègue que tu veux avoir son sport, puis qu'elle te dit « Pourquoi tu es revenue si tôt? Tu sais, pourquoi tu n'es pas avec tes enfants? » Et là, cette culpabilité-là qui rembarque. Donc, tu sais, je pense que mon message ici, c'est entre femmes. Il faut qu'on s'entraide. On a ce devoir-là, je pense, de venir s'appuyer parce qu'on vit les mêmes choses. Je parle de mon parcours, ayant eu des enfants. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui sont divorcés. Tout le monde a des réalités différentes, mais on a besoin de ce système de support-là qui est tellement puissant. Puis moi, je l'ai retrouvé en partie dans l'EFEA, au bureau aussi. Donc, dans l'EFEA, j'ai une collègue à Ciba que depuis l'EFEA, on se parle. Puis ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir écouté. Puis tu te sens vraiment moins seul au monde. Oui, la solidarité féminine, c'est dans le fond ce que DJ Abeille disait aussi, l'importance de cette solidarité-là. Dis-moi, Lynn, il nous reste quelques minutes. Selon les statistiques qu'on a présentement, on ne vivra pas, nous, la parité dans notre vie. Dans ce contexte-là, si tu avais une baguette magique pour changer les choses, qu'est-ce que tu ferais qui ferait une réelle différence en matière de diversité et inclusion? Je dirais là, d'accompagner les jeunes filles vraiment, vraiment plus tôt puis plus souvent. Moi, ce que j'aurais aimé avoir plus tôt, c'est cette aide-là, des outils, des femmes qui vont me pousser à mes limites, qui vont me donner des ailes, qui vont entendre ce que j'ai à dire. Fait que l'accompagnement, puis de bâtir ce réseau-là jeune pour changer le mindset. Tu sais, je vois mes filles aujourd'hui, puis c'est peut-être différent. Moi, ce que je vis dans le fond, c'est que le modèle, le vieux modèle est encore là chez les filles, même s'ils essaient pourtant là, de dire « Maman, ils jouent au hockey, mes filles, j'ai fait un slap shot plus fort que Stéphane. Tu vois-tu, je suis comme plus forte. » C'est plus loin que ça. C'est correct. À un moment donné, il va être plus fort que toi. Son slap shot va être plus grand, mais tu vas avoir pareil ton mot à dire, puis il faut que tu sois là. Mais je vois qu'il y a quand même, là, le narratif n'est pas encore changé. Donc, parce que dans le fond, on n'est pas encore dans la diversité. On est plus dans... faut qu'on se ressemble et qu'on soit plus tous les mêmes. Exact. Donc, la baguette magique, c'est ce que je ferais. L'accompagnement plus tôt, changer le mindset, encourager, donner de la confiance à nos filles. Puis pour ça aussi, ça prend des garçons et des hommes. Ouais. C'est un tout. Et je trouve ça extraordinaire aussi que tu aies pris la peine de mentionner ton conjoint, l'impact qu'il a eu dans ta carrière, dans ton cheminement, mais qui fait en sorte aussi, sa présence fait en sorte que tu as pu retourner peut-être plutôt et quitter Paul, parce que dans le fond, c'est tout le monde ensemble qu'on peut y arriver en matière de diversité et inclusion. Marie-Pierre, j'ai envie de te questionner parce que je sais que toi aussi, supporter la relève, influencer les plus jeunes filles dans tout ça, c'est une cause que tu portes. Bien, en fait, naturellement, on en parlait tout à l'heure, Lynn et moi, puis je disais que j'ai pas trouvé ça tant difficile d'être une femme dans ma carrière. J'ai trouvé ça difficile d'être jeune. Dans le monde de l'entrepreneurship, en tout cas de ce que moi j'ai vécu dans le monde des technologies, j'avais l'impression par moment d'être jugée beaucoup plus sur mes compétences par rapport à ma jeunesse que par rapport finalement à être une femme. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y a tout un syndrome de l'imposteur. Tu l'adresses, là, l'EFEA a amené ça et aide beaucoup un mouvement des filles. Puis dans le fond, nous ici, on structure justement pour pousser encore plus cet impact-là dans le numérique. Fait que oui, ça me tient à cœur. J'aurais envie de te parler de la pandémie, Lynn, parce que je t'écoute, puis on le sait, il y a eu un recul pour les femmes, autant au niveau de la violence à la maison qu'au niveau du positionnement des femmes dans leur carrière. Est-ce que toi, tu l'as senti? Moi, je ne peux pas dire que je l'ai senti chez Agenda, parce qu'on est 67 % féminin et on a un taux, comme je te disais, au niveau de notre comité de gestion de 70 % dans le monde des textes. C'est assez incroyable. Je ne sais pas encore comment on a fait ça. Maintenant, on fait de la discrimination positive pour les hommes. Mais la pandémie, tu l'as-tu senti à la banque? Tu l'as-tu senti dans ton écosystème? Comment tu vois ça? Et comment on peut aider pour pouvoir, non pas ne pas avoir un recul, s'il vous plaît, mais au contraire, de faire des pas de géant pour pouvoir donner cette place-là qu'on a tant besoin dans notre société?
Oui, non, c'est un bon point. J'ai pas senti de recul comme tel. Par contre, ce que je sentais, c'est des femmes qui en avaient plein les bras, qui étaient pris à la maison. Puis je dis pris à la maison, là, ça peut être le fun de travailler à la maison. On n'a pas tous la même organisation non plus, pas toujours des conjoints qui sont là, qui sont présents. Il y en a qui doivent se déplacer. Ouais. Donc, j'ai senti vraiment des collègues nerveuses. Tu sais, là, t'entends les enfants en arrière dans l'auto, dans le déplacement, etc. Puis là, le syndrome de la femme qui veut tout faire, la super-héros, là, C'est ça. le c'est ça. stress est dans le tapis. Même si le partenaire de vie veut aider, il y a comme toute une notion en nous entourant, je pense, qu'on vit tous. Là. Exact. Puis, tu sais, je reviens à en parler. Il faut en parler. Puis, souvent, ce qu'on a comme discussion, c'est de leur dire c'est correct. Tu sais, puis, salut, tu vois le petit enfant qui pop dans la caméra. Tu sais, C'est correct. C'est correct. C'est comme, hey, salut, correct. t'as une petite discussion d'1 minute, puis tu recommences après. Fait que la notion de it's OK, puis fais-toi-en pas, t'es bonne, t'es performante pareil, ça change pas. Je pense que l'encouragement joue Diminuer pour la beaucoup. charge mentale, dans le fond, des femmes, autant que les autres, mais on sait que naturellement, ça. J'ai aussi envie de parler de profils atypiques. Vous êtes 2 profils atypiques, selon moi. Un profil atypique, maintenant, c'est la cote. Dans les prochaines années en développement de compétences, plus on a un profil atypique, plus on va sortir gagnant de la société qu'on a en ce moment. Je trouve que les femmes ont le guts d'avoir des profils atypiques. On aime les diplômes, mais on aime essayer de faire du touche-à-tout et tout. Je te regarde, Fabrice, j'ai le goût de plonger avec Lynn là-dedans. Comment vous voyez ça, justement? Est-ce que vous avez vu un développement intéressant? Puis est-ce que ça vous a servi dans vos carrières? On me regarde, alors je vais répondre. Je te regarde parce que je veux t'intégrer c'est- dans le Ouais, profil tout à fait, avocat, entrepreneur social. C'est une bonne. C'est sûr et certain que il y aura de moins en moins de personnes qui vont avoir des carrières vraiment linéaires, qui vont faire 20, 30, 40 ans dans un seul secteur. Donc, je peux présumer que plus on va avoir des personnes qui vont justement être aptes à naviguer en différents emplois, plus dans des phénomènes comme une pandémie où il y a beaucoup de complexité, les gens vont peut-être plus à l'aise à naviguer. Et moi, j'ai l'impression que ça m'aide d'avoir navigué dans différents environnements. Et en même temps, ça appartient pas juste aux individus, parce que quand je vous entendais un peu plus tôt, je pensais entre autres au fait que oui, je peux imaginer qu'il n'y a pas eu tant de recul dans les femmes en technologie, par exemple. Donc, ça, c'est une chose, parce que les technologies n'ont pas souffert beaucoup des enjeux de la pandémie. Tout à fait. Mais les femmes qui vont avoir multiples talents, qui vont avoir des profils extraordinaires, peuvent être dans des emplois qui sont des emplois à travail essentiel, des emplois précaires. Et là, il y a vraiment un recul, parce que ces emplois-là, il y a des fois, ils ont presque disparu. Donc, quand C'est un point, posais- Fabrice, parce que quand on parle de technologie, nous, c'est pour ça qu'on l'amène maintenant numérique, parce que même dans les emplois essentiels, le numérique est partout. Ah, tu vois, c'est Donc, quelque chose qui tu comprends? me... Ouais. Donc, c'est là où est-ce qu'on se dit, OK, c'est un mouvement, c'est pas juste le monde en tech, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces femmes-là qui aussi doivent plonger dans le monde numérique qu'ils connaissent pas. Donc, parcours atypique, développement de compétences, comment qu'on est capable de donner ce souffle-là, dans le fond, au Québec, et surtout pas de faire des reculs, parce que comme tu dis, le travail essentiel, on le sait, il y a beaucoup de femmes. Hein? Exact. Et c'est là où la transition numérique est d'autant plus importante en t'entendant qu'on en arrive justement à pouvoir élever le niveau un peu partout. Élever le niveau, oui, c'est ça, tu le sens. Oui, puis si je peux juste ajouter aussi une chose qui est importante, c'est, tu sais, dans le fond, dans les emplois essentiels qu'on voit où est-ce que les femmes sont, de développer l'aspect numérique, ça se fait. Donc, ça se fait, ça s'apprend, ça a l'air hyper compliqué, mais quand tu as l'expérience du domaine, ça vient super gros aider. Là. Donc, les programmes, justement, de formation, d'accompagnement, ça en vaut pour beaucoup, là, parce que tout va être pratiquement numérique là, sous peu. Puis, je peux pas dire la cybersécurité non plus. On est tous under Toi, watch. t'es full donc- tendance. La sécurité, tu Mais sais, c'est tu dirais comme... pas ça, mais bon. J'ai une autre question. Tu parlais d'ambition tantôt. Tu as parlé finalement de justement ton profil atypique. Tu as fait une bonne curveball, Fabrice, là-dessus. Puis tout, j'ai comme envie de te poser une question. Puis c'est une question tricky là, quand même, là, mais c'est quand ou est-ce que tu t'es dit que tu étais vraiment, vraiment sur ton X puis tu as fait comme genre, OK, je lâche prise, là. Je lâche prise, je suis moi. C'est vraiment weird. Là, je me trouve même vieille que ça a Puis pris t'as tant de temps 15 que ça. secondes. J'ai 15 secondes. Il y a 3 ans, le rôle de chef de sécurité, pour moi, c'est un apprentissage. Je me sentais imposteur. Puis j'ai eu un déclic. Je me suis dit, I am who I am. Je suis une bonne leader. Reste authentique. That's the best way. C'est vraiment ça. Là, ça l'a comme fait un... Ouais. Merci, Lynn. Merci beaucoup. Merci, Fabrice. Alors, on renvoie l'appareil à Catherine à Québec.
Bien, je vois, je bois vos paroles et c'est sûr des choses qu'on peut, tu sais, I am who I am et appliquer ça dans notre vie, peu importe dans quel domaine on est et l'importance de commencer jeune. Et justement, Marie-Pierre, on va faire le lien avec le prochain vidéo qui s'en vient, c'est-à-dire le code des filles. Le code des filles. Elles ont commencé jeunes. Bien, le Code des filles ou LCDF, notre objectif, c'est d'encourager les jeunes, particulièrement les filles, à aller dans des métiers de l'industrie du numérique. Donc, on parle autant des TI, la robotique, l'intelligence artificielle, les choses comme ça. Puis, on encourage surtout les filles parce qu'il manque de filles dans cette industrie-là. Donc, on a vu qu'il y a vraiment un problème là, au secondaire et au cégep. Les filles perdent de l'intérêt pour la technologie. Donc, on va les chercher là, puis on les amène jusqu'à l'université, puis on les encourage à aller dans ces métiers-là. D'un point de vue scolaire, l'année 2020 aura été l'année de tous les défis. Comment vous vous êtes adapté en temps de pandémie? Bien, à la base, on avait un événement grand public à Laurier, Québec. On attendait 5000 personnes pendant une journée en avril passé. Puis là, malheureusement, pandémie oblige, on a dû transformer cet événement-là. Donc, Code Avenir, le nom de l'événement s'est transformé. Donc, on l'a amené dans les écoles primaires de la région de Québec. Donc, on a prêté notre équipement pendant 2-3 mois. Puis, ils ont pu faire différentes activités avec leurs professeurs, les jeunes. C'est quoi les événements ou les plans à venir pour le Code des filles? Bien, dans le fond, on lance 2 nouveaux programmes, Numérise ton école, qui inclut 10 000 heures de code ensemble. Donc, on revient pour notre 2e année avec ce projet-là dans la région de Québec et la région de Montréal. Et on lance aussi en mai un programme qu'on appelle Vis ton code. C'est un programme de développement personnel, de confiance en soi et de développement d'habiletés technologiques. Donc, on encourage les filles là, à venir puis à découvrir c'est quoi la techno, puis à monter leur confiance en soi, à détruire les biais négatifs. Là. Puis, on va partir de secondaire 1 avec eux. Puis on va les garder jusqu'au cégep. Puis à ce moment-là, à l'université, on espère qu'elles vont choisir des domaines en TI ou en numérique. On poursuit notre événement numérique au féminin, diversité et inclusion. C'est sûr que quand on parle de numérique, il faut qu'on parle avec des influenceurs. Et on reçoit aujourd'hui sur le plateau Alexandre Grégoire et Valérie Beaupré, prêts pour la route. Bonjour. Allô. Là, c'est comme une chance qu'on vous ait ici, là, parce que vous n'êtes jamais à Québec. Là. Vous n'êtes jamais dans le coin, sinon. Bien, on est quand même là de temps en temps. Là. On a quand même notre 6 mois par année à peu près qu'on fait au Québec, mais règle générale, on est pas mal toujours sur la route un petit peu partout. Mais j'aimerais, pour le bénéfice de ceux qui suivent l'événement, que Alexandre et Valérie, que vous puissiez vous présenter quand même 85 000 personnes qui vous suivent sur vos médias sociaux. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça, Prêt pour la route? Bien, Prêt pour la route, c'est des vidéos. Dans le fond, on filme nos aventures et on amène les gens avec nous. Dans le fond, on met nos vidéos sur les réseaux sociaux. Puis les gens, bien, c'est comme s'ils étaient avec nous, ils commentent. Donc, le projet grossit comme ça. Là, c'est comme un gros travail d'équipe. Et ça a parti vraiment avec... au départ, c'était un projet marketing. Au départ, Prêt pour la route. Moi, j'étais courtier hypothécaire. Puis on s'est mis à filmer nos... Ben, en fait, on planifiait ce voyage-là. On voulait prendre la route. Puis la manière qu'on a pu trouver de réussir à prendre la route comme ça, parce que ça a quand même des dépenses, fait qu'on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce voyage-là à bon escient. Puis en même temps, on a fait la promotion de mes services en tant que courtier sur la route. Un petit peu avant le temps du travail à distance, moi, j'ai adapté mon travail pour être capable de répondre aux besoins de mes clients en étant sur la route, en se promenant un petit peu partout à travers le Canada, les États-Unis et le Mexique. Puis en même temps, d'utiliser le côté créatif de Valérie, qui est notre spécialiste en montage vidéo, caméra, tournage. Fait que, bref, on est un peu une équipe de tournage à 2. Mais à 2, mais là, il y a 2 chiens aussi qui font partie de l'équation. C'est un peu grâce à eux qu'on fait nos voyages en VR, dans le fond, là, puisque on s'est dit comment on peut voyager avec nos chiens. Bien, c'est de là l'option de voyager avec le VR. Depuis combien d'années vous êtes sur la route? Ça va faire 5 ans déjà, en mai, là, qui s'en vient. Comme au départ, c'était vraiment un projet qui devait durer juste 1 an. On avait loué notre maison pendant 1 an, puis on pensait être de retour après ça dans notre vie normale. Puis même vers la fin de notre première année de voyage, on commençait même à être fatigué, tanné un petit peu de changer de destination toutes les semaines. On dirait qu'on était saturé un peu de nouveautés. Puis quand on est revenu à la maison, après quelques semaines, là, au début, on avait vraiment hâte de prendre des douches, des bains, puis d'avoir de laveuse sécheuse, puis d'avoir de la place. Mais finalement,
ça n'a pas été long qu'on était vraiment tannés. On a mis la pancarte à vendre. Puis après ça, depuis 2018, juillet 2018, on a pris la route là, pour de bon. Puis là, maintenant, on n'a plus de point d'attache. On a eu la piqûre du voyage. Et puis, il n'y aura pas moyen de vous rattacher. Là. Ça ne semble pas être un projet à court terme, votre affaire. Là. Non. Vraiment pas, non. On pense que la seule chose qui pourrait vraiment nous ramener sédentaires, ça serait le projet d'avoir des enfants un jour, peut-être. Oui, ça sera peut-être ça, mais sinon, autrement, pour l'instant, On court veut- moyen terme, ça va être sur la route, ça va se passer. Exact. C'est sûr que quand là, on voit vos photos qui défilent, on va voir votre page Instagram, votre compte Instagram, puis ça fait rêver, puis c'est beau, puis ça donne le goût de voyager, surtout que c'est pas quelque chose qui nous est accessible présentement. Mais derrière tout ça, ça ne doit pas nécessairement être simple non plus, mais particulièrement d'un point de vue réussir à monnayer tout ça, à en vivre. Est-ce que c'est vraiment le salaire du courtier hypothécaire ou il y a autre chose qui vient avec ça? Bien, en fait, la première année, ça a été 100 le salaire du courtier hypothécaire, puis on s'est mis à travailler pratiquement, moi à temps partiel, Valérie à temps plein, bénévolement sur le projet Prêt pour la route, à créer du contenu gratuitement sur nos plateformes. Puis à ce moment-là, la plateforme était tellement petite qu'il n'y avait aucune idée, aucune chance qu'on puisse en vivre un jour. Mais on a tellement eu la piqûre de la passion de la création de contenu qu'on a vraiment persévéré là-dedans. Puis on a essayé de transformer éventuellement notre passion en notre travail principal. Puis là, depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est notre seul métier. Je suis plus courtier hypothécaire. Puis maintenant, on travaille à deux dans notre fou, hein? projet à temps plein. Quelle évolution. Mais c'est fantastique, en Oui. fait, je trouve. Mais comment on réussit à monnayer une vie comme celle-là? Le modèle d'affaires, dans le fond, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, ça a été vraiment la clé, ça a été de diversifier les sources de revenus parce que ça n'a pas été long quand on a commencé à faire quelques petites initiatives pour essayer d'aller chercher un commanditaire par-ci, par-là, d'aller ouvrir une boutique en ligne. On s'est vite rendu compte qu'avec le marché potentiel au Québec, qui est très petit, quand on compare, exemple, avec nos homologues influenceurs Ouais. aux États-Unis qui ont un marché potentiel gigantesque comparé au nôtre, si on voulait rester honnête dans notre marché en français au Québec, puis pour nous, c'était bien important parce que nos vidéos, c'est un peu ça la clé, c'est vraiment le côté honnête. Les gens sont comme vraiment avec nous. Puis on voulait vraiment conserver ça, mais pour réussir à gagner sa vie avec un petit marché très niche au Québec, c'est important de diversifier nos sources de revenus puis de ne pas mettre tous nos œufs dans un seul panier parce que c'est clairement pas avec juste la publicité de YouTube qui passe pendant notre vidéo qu'on peut gagner notre vie avec ça. C'est vraiment juste un petit canal de revenus parmi tant d'autres. Allez ajouter quelque chose? Non. J'ai peut-être l'air, mais non. Vous avez voyagé Canada, États-Unis, Mexique. Le thème d'aujourd'hui, diversité, inclusion. Comment ça s'est présenté sur votre parcours jusqu'à maintenant? Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a appris en voyageant. Au départ, on était comme un peu fermés sur nous. T'sais, on avait notre petit monde, on travaillait, on avait nos collègues de travail, nos cercles d'amis depuis qu'on est tout jeune. On était comme... On partait en voyage, mais on se disait pas qu'on allait faire des rencontres. On pensait pas non plus à apprendre de nouvelles langues. Mais fait que finalement, voyager, ben c'est ça que ça nous a apporté une grande ouverture. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Moi, qui est une personne qui parle pas beaucoup, bien là, je voulais échanger avec des gens qu'on rencontrait sur la route. C'est comme par exemple à Calgary, on a rencontré un cow-boy. On a passé une semaine chez eux, on est allé à l'église avec eux autres. C'était vraiment... Oui, bien, on était là rodéo. pour un souper, puis finalement, ça a tombé qu'on est resté une semaine avec eux. On a appris leur culture, précisément. Puis après ça, au Mexique, ça a été la même chose. Au Après Mexique ça, de aussi. s'intégrer. Puis je pense que c'est ce que le voyage apporte, c'est l'ouverture sur le monde, puis Exact. à toutes les cultures, puis toutes les différentes valeurs de tout le monde. Le rôle des médias sociaux, c'est vraiment important. Et selon vous, qu'est-ce que... Ben, je veux dire, c'est vraiment important dans votre modèle d'affaires puis dans ce que vous faites, mais quel rôle ça pourrait jouer, selon vous, en matière de diversité et d'inclusion? Bien, c'est clair que la section où il y a le plus d'enjeux, je pense, surtout quand on parle de mettre notre vie personnelle sur les médias sociaux, c'est la section des commentaires, qui est très animée, qui est autant un besoin parce que ça nous aide à faire grossir ben, notre c'est plateforme et à ramasser c'est plus de grâce vues. aux commentaires qu'on est là encore aujourd'hui, puis Ça- ça en est devenu notre travail. Autant ça peut servir de motivation, mais autant aussi il y a de la méchanceté, il y a des insultes, il y a plein de mauvais Mais- commentaires. Mais ça, on apprend que c'est les méchancetés, ce n'est pas méchant, en fait. Ça, on l'apprend avec le temps. C'est tout simplement par le fait que la personne est probablement mal informée, elle n'a pas suivi, mettons, notre passé pour comprendre qu'est-ce qui se passe présentement. Fait
on apprend à prendre ça neutre puis à les informer. Puis je pense qu'il y a comme une école derrière ça. Oui, vraiment, je pense que c'est de ne pas toujours prendre le côté négatif de la critique ou du commentaire négatif qui va se retrouver. C'est sûr qu'il y aura toujours des insultes gratuites qui, eux autres, mènent à rien, puis que ça, on n'a même pas besoin d'en parler. Mais il y a toujours quand même une critique, des fois, qui est vraiment plus personnelle, que je pense que c'est important aussi de s'en servir, puis de la tourner au positif, puis des fois, je dirais à peu près 80 des mauvais commentaires, en bout de ligne, quand on finit par interagir avec les gens, puis qu'on prend le temps de s'investir dans notre communauté, on peut les transformer en des gens qui critiquaient puis qui regardaient d'un mauvais œil, puis finalement, on peut les changer puis mettre ça positif. Petit exemple, lorsqu'on a dit qu'on allait faire des vidéos au Mexique, tous les commentaires ils penchaient plus vers le négatif que le positif. Pensant que c'était dangereux. Mais nous, c'était tellement une belle motivation pour leur montrer que non, c'est pas comme ça, puis on va vous le montrer que c'est possible de voyager au Mexique, puis que... S'en servir de motivation aussi là, de ce côté-là. Fait que l'inclusion passe par la communication, finalement. Ah, tout à fait. Vraiment. Il y a un livre juste ici, Oui. tout chaud, ça sent encore l'encre. Il n'est même pas disponible. C'est votre livre. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? Bien, en fait, c'est notre histoire, vraiment de A à Z. Tantôt, on parlait un petit peu de la transformation, de la passion en travail. C'est tout dans notre histoire. Ça part de notre rencontre il y a 14 ans déjà jusqu'à aujourd'hui. En fait, vraiment, les dernières pages sont très, très récentes sur notre histoire d'aujourd'hui. Puis, en fait, le livre va être disponible déjà à compter du 31 mars, fait que ça s'en vient bientôt. Dans une semaine pile. Exactement, dans toutes les librairies, puis là, présentement, sur notre site web disponible en pré-vente actuellement. Vous êtes absolument charmant, Alexandre, Valérie. Marie-Pierre, je me tourne vers toi parce que, dans le fond, je sais que toi, tu les as invités seulement parce que tu t'es acheté une Airstream dernièrement puis que tu veux avoir leurs conseils. C'est ça, hein, je pense? Exactement. Je les écoute et je suis évidemment très néophyte. En fait, j'ai délégué le tout à mon mari. Et il n'a rien commencé. Donc, hier, je lui ai envoyé votre site et tout ça. On va acheter votre livre, c'est sûr. Alexandre, Valérie, on vous entend, là, c'est vraiment génial. Je pense que vous représentez le numérique à l'état pur. J'ai comme envie là, d'entendre Laurent par rapport à ça, parce que Laurent, on a eu de longues discussions ensemble sur le futur du travail et les jeunes, et le positionnement des jeunes et ce que les jeunes veulent. Et donc, le numérique amène justement, je pense, une ouverture majeure. On le voit, là, ça, c'est comme l'extrême. Tout le monde voudrait voyager, puis tout le monde se dit hey, comment je pourrais faire ça, tout quitter. As-tu des commentaires à faire à Alexandre puis à Valérie là-dessus? Surtout, qu'est-ce que tu vis aux États-Unis puis un peu partout autour de toi? Écoute, en fait, ce qui arrive avec la crise du COVID, c'est quelque part une grande chance pour les salariés et pour les entreprises, puisque la notion de choix où travailler va être maintenant mieux comprise par les dirigeants, par les managers, par les leaders, à condition que il y a une condition essentielle, c'est que la confiance soit là. Et je pense que les nouvelles générations demandent du choix. Elles ne demandent pas de travailler à la maison ou dans le Airstream, mais elles veulent choisir ce qui est le mieux par rapport à ce qu'elles doivent accomplir. Et je pense que cette flexibilité, cette liberté de choix est extrêmement importante pour les salariés et ça sera très, très bénéfique pour les entreprises, tant en termes de productivité qu'en termes d'innovation, mais aussi pour attirer du talent dans des zones dont ils n'ont pas beaucoup l'habitude pour recruter, ce qui va diversifier les talents dans l'entreprise, parce qu'on s'aperçoit, grâce quelque part à cette crise, qu'on peut recruter au-delà du quartier où on est situé, au-delà de la ville où on est situé, et on va pouvoir attirer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés sinon. Et je trouve ça une formidable chance. Merci, Laurent. Puis tu fais un très bon point par rapport aussi à des statistiques qui démontrent que Shopify a augmenté de façon majeure le nombre de femmes qui ouvrent justement des petites boutiques en ligne ou les Etsy.com. Là, si vous magasinez comme moi, en tout cas, moi, depuis 1 an, je suis rendue, je pense que je suis en train de faire mon doctorat en shopping. Je fais de la réno allègrement. Et donc, j'achète en ligne tout le temps. Puis je me rends compte à quel point, de plus en plus, tu vois que le numérique est embrassé par les femmes et qu'il y a toute cette offre-là de femmes, de nouvelles personnes qui probablement ne travailleraient pas dans des conditions spécifiquement sur une force de travail traditionnelle, puis qui là est rendue disponible. Alexandre et Valérie, j'ai une question par rapport à ça. Quand vous voyagez et vous allez, votre modèle d'affaires, dans le fond, pourrait être quand même sédentaire et pourrait se transporter avec une maison, des enfants sans problème, mais vous ne seriez pas obligé nécessairement de vous trouver un emploi du lundi au vendredi de 8h à 5h.
Quand sur la route, est-ce que, outre que justement des discussions, comment vous avez vu justement le développement de la femme là-dedans? Comment, Valérie, par exemple, tu te positionnes, puis tu te dis, ben, mettons, Alexandre n'est pas là, comment tu es capable de t'émanciper là-dedans, puis que le numérique est devenu un bijou pour toi dans ton évolution de carrière? C'est surtout drôle parce que ta question, tu dis quand Alexandre n'est pas là, mais en réalité, on est tout le 100 du temps ensemble. Ah! Mais on a tellement chacun notre rôle, tellement d'importance dans le projet Prêt pour la route. Puis je pense qu'on ne serait jamais capable de faire ce projet-là séparément. Si on se sépare, il n'y aura plus de Prêt pour la route parce que ça prend vraiment le côté créatif, la douceur de Val, puis le côté plus bavard de moi, comme on peut le constater. Et là, vous allez voir que j'ai pas vraiment répondu, puis j'ai laissé Alexandre parler parce que c'est comme ça qu'on se complète, puis je suis comme un peu stressée, puis c'est lui ma voix, puis il a tout à fait raison là, dans ce que tu dis, Alexandre. Puis si jamais un jour, mettons qu'Alexandre n'est pas là, ben moi, ce que je fais, c'est que je me vire vers dans ce que je suis confortable et que je sais que mes compétences, dans le fond, donc c'est la photo, la vidéo, tout ça. Donc, je m'occupe de cette partie-là. Mais en étant tout le temps ensemble puis en voyant le travail d'Alexandre, bien clairement, je suis capable, tu sais, j'apprends par le biais. Donc, du jour au lendemain, je suis capable de me retourner. Puis les réseaux sociaux, bien écoute, c'est une école, mais si je peux dire YouTube, bien c'est aussi une école. Donc, si j'ai une question, je m'en vais là. C'est comme tout un monde, toute une école. Donc, c'est vraiment un projet qui se fait en duo. Ouais. Puis, tu sais, il y a très peu de décisions, que ce soit une décision de business ou une décision de contenu, qui se fait juste par moi ou juste par toi. C'est vraiment le combo de nos deux cerveaux qui prend les décisions à chaque fois. Ben, la belle diversité. Vous avez répondu exactement à ce que je voulais que vous répondiez. Ça faisait comme un lien avec ce qu'Hélène a dit tantôt sur les partners de vie dans nos vies professionnelles, mais aussi les partners professionnels. Souvent, c'est des hommes qui sont des partners professionnels. Moi, en tout cas, j'ai un partner professionnel de feu masculin qui me pousse au niveau de ma carrière. Fait que je pense que ça démontre juste encore là la force de la diversité, mais la force d'être ensemble. Exact. Catherine, on est rendu à notre autre conférencier. Ben oui, puis c'est drôle, hein? On dirait que je sais pas comment le présenter. Fabrice Ville qui... C'est normal! Écoute, tu sais, il me semble que j'aurais envie, Fabrice, de te demander, admettons que, tu sais, je veux dire, tu es un ancien avocat, tu es devenu, comment je pourrais dire ça, un entrepreneur engagé, fondateur du Pour 3 points. Admettons que tu me donnais ta carte d'affaires, là, qu'est-ce qui est écrit dessus? C'est drôle parce que je n'ai jamais eu de carte d'affaires. J'en ai eu une quand j'étais avocat pratiquant. Puis, je pense que je ne l'ai jamais donné. Fait que j'ai pas de carte d'affaires en ce moment. Par contre, je pourrais répondre que c'est pas ce que je fais qui m'interpelle le plus, c'est qu'est-ce qui m'anime. Et pour moi, la question de l'égalité des chances, de voir ce que les humains puissent s'épanouir, peu importe leurs horizons, je pense que c'est ça qui m'interpelle. Donc, que ce soit à travers Pour 3 points, l'organisme que j'ai formé, qui coach des coachs, qui intervient auprès des jeunes, que ce soit à travers les chroniques que je fais dans les médias, que ce soit à travers ce que j'exprime sur les réseaux sociaux, le fait que je fais des conférences, je fais des ateliers en entreprise, de la formation. Le point de convergence, c'est vraiment une recherche un souhait que les humains soient vraiment curieux par rapport à eux-mêmes, par rapport aux autres, mais vraiment au service d'une société où les gens sont soucieux du bien-être des autres. Donc, c'est ce que je dirais essentiellement. Fabrice, on dit souvent qu'on crée notre monde avec nos paroles. Et dans les entretiens qu'on a eus ensemble pour préparer cette entrevue-là, je dois dire que tu as complètement transformé en un seul mot ma vision du multiculturalisme. Puis j'aimerais que tu l'expliques parce que pour moi, j'ai fait comme « OK, oh mon Dieu, là, je pense que s'il y a une chose que je dois retenir de cet événement-là, c'est ça, un genre de aha moment que j'ai eu quand tu m'as présenté et je voudrais te laisser le présenter. » C'est drôle parce que je réfléchis beaucoup au pouvoir des mots. Comment les mots... pour moi, on parlait de technologie tantôt. Les mots, c'est la technologie qui est... qui est essentielle, en fait. C'est incroyable de savoir à quel point, en bougeant mes lèvres puis en faisant des sons, on a accès à une approximation de ce qui m'habite. C'est vraiment absolument extraordinaire. Puis les mots ont vraiment un sens. Puis je vais répondre à ta question plus directement, mais si je dis, par exemple, le mot « table », on a une table devant nous, si je dis le mot « table », peut-être que la plupart des gens qui nous regardent vont dire, vont penser à, justement, un meuble tangible. Mais
table peut vouloir dire table de multiplication, puis finalement, ben, ça évoque totalement un autre sujet. Puis le mot multiculturalisme, c'est intéressant parce qu'au Québec, quand on dit multiculturalisme, d'abord, on pense à une invention de notre premier ministre. Puis là, on évacue ce que ça va vouloir dire vraiment dans son essence. Fait que de revenir d'un que ce n'est pas l'invention de premier ministre. D'abord, avant tout, c'est un phénomène social qui présuppose que dans une société, il va y avoir différents groupes qui ont différentes cultures qui sont unes à côté des autres. Ça, c'est la définition du multiculturalisme qui n'est pas mauvais en soi. Je pense que, par contre, on est rendu au 21e siècle dans une société occidentale comme le Québec à l'interculturalisme, qui fait en sorte que, oui, il y a différentes communautés ou différentes cultures qui cohabitent, mais qui interagissent puis qui dialoguent les unes par rapport aux autres. Et c'est ça, une société qui est riche. Moi, je pense que qu'est-ce qui fait en sorte souvent que les gens ont peur d'avoir des gens qui proviennent d'autres horizons, c'est de penser que les gens vont vivre en autarcie, vont vivre de manière séparée, ce qui peut exister par moments, mais plus on va être conscient de l'importance de dialoguer les uns les autres, puis pas juste être ancré dans son identité, d'être aussi capable de reconnaître qu'est-ce qui nous appartient de façon commune. C'est vraiment ça, l'interculturalisme. Je pense que c'est important de le reconnaître dans une société comme le Québec. Mais pour moi, juste ce mot-là, de remplacer multiculturel par interculturel, c'est venu comme changer ma perception complètement. Et quand il est question d'inclusion, d'y aller avec l'interculturalisme, pour moi, ça fait toute la différence. En 2020, Fabrice Ville, tu as fait le documentaire « Briser le code », mais je ne crois pas que sur les presque 800 personnes qui participent ici ce soir l'ont vu. J'aimerais que tu puisses nous décrire ce qu'est « Briser le code » et pourquoi il faudrait qu'on ait l'écouter. Ouais, ben, Briser le code, c'est un documentaire qui est encore disponible sur le site de Télé-Québec. 52 minutes, donc c'est pas très long. Et c'est accompagné même de capsules éducatives sur des enjeux liés à différents types de discrimination. Ce documentaire-là, bon, ça a été ma première expérience de documentaire. Je suis un des instigateurs et le narrateur du documentaire. Et il y a différents témoignages de personnes de différentes origines, de différents horizons, qui réfèrent à quoi? Le code, on le définit comme étant un phénomène par lequel les personnes racisées, les personnes autochtones se fondent dans la majorité québécoise sans déranger. Ça évoque un peu à ce que Lynn mentionnait un peu plus tôt par rapport à je suis dans un milieu d'hommes et ben j'honore en fait un code qui est imposé pour être one of the boys. Ben, finalement, la personne, et tu le mentionnais un peu plus tôt, la personne en vient à bafouer un peu son identité. Puis moi, je pense que c'est pas ça qu'on veut comme société. On veut pas imposer une forme d'homogénéité. Je pense qu'on va être capable de voir qu'on va appartenir à un même environnement, mais célébrer puis honorer, en fait, les vécus de chacun. Puis briser le code, j'en suis très content. J'ai reçu des témoignages de personnes, par exemple, des personnes blanches qui ont adopté des enfants d'autres horizons, qui n'ont jamais eu de conversation au sujet de cette dynamique-là. Dans les écoles, en fait, il y a des enseignants qui utilisent ce documentaire-là comme outil pédagogique. Même en entreprise, les gens en parlent. Donc, j'invite les gens à le regarder. Puis je mentionnerai quelque chose qui me fait sourire, c'est que une des choses dont on parle, c'est qu'on parle beaucoup de dialogue, mais briser le code, c'est une invitation pour briser un code, c'est de savoir les groupes qui ont le plus de pouvoir dans une société. Donc, on va dire, par exemple, dans un contexte québécois, on peut penser, par exemple, aux personnes qui sont d'ascendance canadienne-française. On peut dire les hommes, par exemple. De regarder, c'est quoi les codes, en fait, qui nous régissent? On oublie souvent que, quand on parle de communauté culturelle, être Canadien-Français, c'est aussi une communauté culturelle. Être blanc, ça a aussi des caractéristiques. Puis plus on fait ça, plus on est capable de se dire que ce n'est pas tant qu'est-ce qui est normal d'être nécessairement la personne qui a le plus de pouvoir. Un exemple concret que j'ai remarqué dans Briser le code, qui explique en fait en quoi ne pas faire ça peut créer des enjeux. On peut regarder les gens qui ont des micros. Tout le monde a un micro qui a la couleur de peau, qui match en fait sa couleur de peau. Moi, je suis la seule personne pour qui ce n'est pas le cas. Et Briser le code commence avec moi qui porte un micro-casque beige et ça termine avec un micro-casque beige, ce qui montre comment, de manière hyper anodine, un élément très concret, le design de la société est souvent pas fait pour les personnes qui ne sont pas blanches nécessairement. Mais ça, on peut s'imaginer l'impact que ça peut avoir quand on parle de phénomènes intangibles, donc en logement, au travail, en justice, en économie. C'est pas de la fabulation. Si on n'est pas capable de me donner un micro brun, ben, qu'est-ce qui se passe quand c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus intangibles? Donc ça, pour moi, Briser le code, encore une fois, c'est un documentaire qui invite à être curieux par rapport à ces enjeux-là. Wow!
Ça fait réfléchir. Je suis comme un peu sans mots. Je fais comme, mais c'est vrai? Pourquoi on n'a pas pensé à ça? Moi, je peux-tu dire quelque chose? Merci de m'éduquer et de faire une différence parce que c'est pas le genre de choses que moi, je remarque. Est-ce que je peux dire quelque chose? Parce que je oui. pense que ça vaut la peine de le mentionner. Puis même quand on parle d'un code, on peut même tellement le vivre qu'on peut être assujetti à ça. Moi, j'étais en conférence auprès des jeunes il y a 2 ans. Et je partageais auprès des jeunes, c'était une quinzaine d'enfants qui étaient tous des enfants blancs. Et je leur parlais d'un article que j'avais lu dans les mois qui ont précédé, où j'avais lu un article qui disait que les autos automatisées qu'on s'enligne pour avoir prochainement étaient quand même, il fallait les questionner, elles étaient plus dangereuses pour les personnes aux peaux foncées parce que le radar, en fait, était fait les radars étaient faits pour détecter les peaux plus pâles. Donc, ça augmentait le risque que ces autos-là tuent les personnes qui ont la peau foncée. Et donc, déjà là, on parle comme discrimination systémique, comment même dans un design, c'est fait comme ça. Et l'article mentionnait que les séchoirs à main dans les toilettes publiques étaient faits de la même manière. Et c'est en lisant cet article-là que j'ai réalisé que dans ma vie, quand j'allais aux toilettes publiques, c'est pas parce qu'ils fonctionnaient mal, c'est parce qu'ils fonctionnaient mal pour les personnes comme moi. Et donc, j'étais en conférence et je parlais de ça, puis il y a une fille qui a levé sa main, qui m'a regardé puis qui m'a dit, « Bien, monsieur, les pansements qui sont bruns, vous devez en chercher, puis vous devez en vouloir. » Et c'est à ce moment-là qu'une jeune fille de 12 ans, qui est blanche, me faisait réaliser que j'avais jamais dans ma vie eu accès à un pansement qui est brun, de ma couleur de peau. Donc, j'utilise des exemples très concrets pour parler de comment en diversité et inclusion, encore une fois, on s'en rend même plus compte. J'avais jamais réalisé finalement que j'avais pas de pansement qui était de ma couleur. Et je fais exprès d'utiliser ces exemples très, très tangibles pour permettre au monde d'imaginer comment, après ça, là, il peut y avoir un ensemble de phénomènes qui font en sorte qu'on ne se rend même pas compte de comment on peut discriminer les autres dans un contexte sans même le vouloir, en fait. À mon niveau, à moi, et pour toutes les personnes qui écoutent ce soir, ça serait quoi le premier pas que je pourrais faire pour essayer, moi, à mon niveau, de faire changer les choses? Je pense qu'il y aurait un ensemble de choses que je dirais. Puis je pense que une des choses qui vaut la peine, en fait, une des choses qui vaut la peine d'être fait, c'est de dire, prendre une feuille puis dire à quel groupe est-ce que j'appartiens. Donc, moi, par exemple, comme si je fais l'exercice, j'ai parlé du fait que je suis noir, hein, mais, et ce qui, à certains égards, porte des désavantages. Mais je suis un homme hétérosexuel. Je suis un homme également qui n'a pas de handicap qui réduise ma mobilité. Je suis également, mes 2 parents sont scolarisés. Je suis un francophone dans un territoire francophone. Je suis né ici. Donc, de prendre la peine d'identifier ces groupes-là, puis de voir à quel niveau je suis désavantagé, puis à quel niveau je suis avantagé, ça nous permet de se responsabiliser. Donc, aujourd'hui, comme homme, on ne peut pas penser que le féminicide, en fait, c'est un phénomène qui me touche. Mais quelle est ma responsabilité en sachant que je suis un homme? Donc, de prendre la peine de documenter ces choses-là pour soi-même peut nous rendre plus curieux par rapport au moment où on est plus avantagé puis plus désavantagé dans une société. Et déjà, juste ça, c'est de grandes pistes de réflexion. Oui. Marie-Pierre, je me tourne vers toi. Vous vous connaissez depuis un bon moment, Fabrice et toi, parce que quand il a démarré pour 3 points, il t'a approché. Oui. Oui, tout à fait. Je me rappelle de t'avoir rencontré. Je trouvais ça fantastique, en fait, la mission que tu t'étais donnée. Puis je dois t'avouer que le jeune avocat ambitieux avec son costard qui était venu me rencontrer prendre un café, j'y croyais pas vraiment que tu laisserais ta job pour pouvoir t'en aller entrepreneur social. Dans ma vision à moi, que être un entrepreneur, déjà, c'est du stock. Donc, quand tu dis que c'est un code, il y a comme une étiquette association. On en parlait, Lynn, être dans une autre direction vers cet entrepreneur. On se codifie déjà par rapport à travailler dans une grande organisation puis l'entrepreneur. Fait que là, tu amenais ça à comme un autre niveau pour moi. J'aimerais t'entendre sur P3P, sur ta vie de tous les jours, parce que toi, dans le fond, le mouvement numérique au féminin, ben, c'est un mouvement, toi, pour justement s'assurer que l'humain est entendu et qu'il y a un équilibre dans notre société. Comment ça va? Comment ça va? Tu vois, ça fait des années, là. Ça fait plusieurs années, là. Ça fait pas 6 mois, là. Fait que
As-tu des bonnes choses à nous dire? Est-ce qu'on s'améliore? Certainement. En fait, c'est sûr que d'un point de vue de l'évolution de Pour 3 points comme organisation, je parle à la caméra ici, hein? Et je me demande, est-ce que je parle à toi? Est-ce que je parle à... Tu peux parler à la caméra, tu peux me parler. Écoute, je vais parler à toi, puis je me dis que je me sens plus connecté à toi, je vais faire ce choix-là. Oui. Pour 3 points a vu le jour officiellement le 1er octobre 2011, qui est l'événement que tu avais commandité. Donc, c'est le lancement de l'événement. Je me rappelle, je venais d'avoir mon bébé. Moi, j'étais dans les ingrates là, qui ont laissé mon bébé. Je pense qu'il y avait 4 semaines pour venir à Montréal en autobus, venir à ton événement. Alors, tu vois, ça va faire 10 ans à l'automne. Ben oui. Donc, c'est vraiment 10 ans. Et j'ai quitté la pratique du droit pour me consacrer à Pour 3 points en 2013. Donc, ça va faire 8 ans bientôt. L'organisation, aujourd'hui, donc, coacher des coachs qui interviennent auprès des jeunes. Exact. À l'époque, on parlait d'une organisation qui accompagnait 16 jeunes dans une école directement. Et là, on a un réseau qui accompagne plus de 100 coachs auprès de 100 coachs fois 10 à 15 jeunes par année. Malade. Donc, il y a 1500 jeunes par année et and counting parce qu'on continue à grossir. C'est ça. Je suis vraiment content de l'évolution de cet organisme-là. On parle maintenant d'une équipe. J'étais bénévole à l'époque. Là, on parle d'une équipe de presque 20 personnes. Imagine. Je suis content de voir justement l'évolution que ça a. L'importance des coachs dans une société pour les jeunes, on en parle de plus en plus. C'est pas uniquement notre organisme qui porte ce dossier-là. Et je pense que l'expérience de Pour 3 points, ça a été une expérience pour moi également d'apprentissage, en fait, sur la gestion puis l'inclusion, parce que je me retrouvais en situation de pouvoir où j'avais à réfléchir sur comment j'inclus mes collègues. Je suis fasciné de voir, donc je parlais très, très brièvement de Pour 3 points, puis bon, je pourrais parler de l'impact aussi, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites sur l'impact auprès des jeunes, etc., mais même en termes de gestion, de comprendre, ça implique quoi? Parce que toi, tu prépares la relève, là. Fait que tu prépares les jeunes filles, les jeunes garçons à une relève avec... Tu sais, je fais beaucoup un lien avec ce qu'on fait dans les organisations. Tu sais, on parle de business coach, on parle justement de coacher, d'accompagner les leaders, puis tout ça. C'est ce que tu fais, puis qu'on aimerait amener dans nos organisations de façon majeure. Tout à fait. Puis on y réfléchit, nous autres, auprès des jeunes, auprès des coachs, mais justement, même auprès de notre équipe, on réfléchit à des modèles de gestion qui sont non conventionnels, donc de se sortir des modèles très, très centralisés, mais d'équilibrer la centralisation du pouvoir, donc pas juste avoir une pyramide, mais de donner le plus de pouvoir possible aux gens, d'être adaptés aussi au milieu, à la technologie. Moi, j'ai trouvé ça faisait plusieurs années que Zoom puis Slack, des plateformes technologiques, on les utilisait au travail, et je me souviens qu'on a une politique de travail illimitée chez Pour 3 points. Donc, les gens prennent du travail, prennent des vacances quand ils le jugent pertinent en parlant à leurs collègues. Mais moi, je me trouve sur les conseils d'administration où par moment... Tu responsabilises. Mais vraiment, il y a une liberté, en fait. Et quand la pandémie a frappé, on n'a pas subi les contre-coups que certaines organisations ont parce que le télétravail, c'était déjà implanté, la responsabilisation, l'autonomie. Donc, la transition était beaucoup plus douce. J'en parle parce que l'intention pour les jeunes de pouvoir s'émanciper, d'être libre et de pouvoir être autonome, on le vit à tous les niveaux de notre organisation. Donc, aujourd'hui, je suis à une phase où je fais beaucoup plus d'autres projets. Parce qu'au quotidien, il y a une équipe qui est autonome, qui est capable de prendre en charge les choses. Je suis encore présent, mais l'équipe n'attend pas de mes directions au quotidien. Donc, pour moi, il y a cet élément-là de faire en sorte que les jeunes s'émancipent de cette manière-là, qu'on accompagne les coachs et que l'équipe aussi vive un peu de cette manière-là. Et Marie-Pierre. Je pense, Lynn, ça nous parle. Oui, oui, Catherine, j'allais te renvoyer l'appareil. Je disais, ça nous parle, on pourrait en parler longuement parce que c'est un modèle qu'on travaille dans nos organisations de plus en plus, mais qu'on doit y donner une vélocité, là. Et je ne pouvais pas imaginer un meilleur lien pour aller à notre prochaine invitée. Avec Laurent, on parle de modèle de gestion de prochaine génération et on a avec nous un leader mondial en ressources humaines, à la retraite, dois-je dire, Laurent Bernard, qui est aux États-Unis présentement. Merci beaucoup, Laurent, d'être avec nous. Je commencerai peut-être pour le bénéfice des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit survol de ton parcours professionnel? Je sais que ça aussi, là, on peut en parler pendant 3 heures, mais juste peut-être pour mettre la table. Oui, bonjour à tous, bon après-midi. Alors, mon parcours, en fait, je suis tombé dans les ressources humaines pas d'un coup, c'était une construction. Comme tout individu, c'est une
une construction au fil du temps, qui a commencé par des livres très jeunes qui m'ont marqué, comme Un homme en quête de sens de Viktor Frankl, ou alors Citadelle de Saint-Exupéry. Moi aussi, comme Patrice, j'ai fait mon droit, j'ai été jusqu'au bout, et puis je me suis aperçu que ce n'était pas pour moi. Et ce qui me passionnait, c'était l'international. Parce que je suis de famille qui est très internationale. J'ai des origines japonaises. Mes parents sont nés et grandis au Moyen-Orient. Moi-même, je suis né en Allemagne. L'international m'a toujours fasciné. Et puis, la notion de culture à travers ces lectures m'a toujours fasciné. Et j'ai trouvé dans le métier des ressources humaines, à travers des rencontres que j'ai pu faire en tant qu'étudiant, un métier qui correspondait à quelque chose qui me donnait du sens. Je ne me sentais pas entrepreneur comme Marie-Pierre, et j'admire pour ça, mais je pense, et je pensais, et je pense toujours, être un bon acolyte, un bon copain de parcours qui va apporter un regard différent, complémentaire à ce qu'on peut réaliser ensemble. Et cette notion d'équipe dans l'entreprise était pour moi extrêmement importante. Alors, je suis rentré dans les ressources humaines, et je suis rentré à un moment où on disait, les ressources humaines, ce n'est pas international, ça s'occupe des syndicats uniquement, et les notions de culture, d'internationalisation, d'inclusion, de diversité étaient complètement absentes de mon début de carrière. Et ce qui m'a surpris le plus en commençant, c'est cette notion de eux et nous. C'est-à-dire, vous rentrez dans les entreprises, et la première chose que j'ai découvert, c'est qu'il y avait toujours des boucs émissaires, toujours un individu, des groupes d'individus, des services qui étaient eux par rapport à nous. Et, il y a toujours, et donc, moi, j'arrivais un peu naïf en me disant, l'entreprise, c'est un formidable esprit d'équipe, on va réussir ensemble. Et je m'apercevais que non. Non. Et là, quand il y a un eux et il y a un nous, on n'est pas beaucoup dans l'inclusion, là. Exactement. Et si l'inclusion ne s'applique pas à tout le monde, il n'y a pas d'inclusion. Si on faisait une recherche peut-être dans le dictionnaire ou sur Internet et qu'on essayait de trouver une définition à diversité et inclusion, on en trouverait 1000 sans doute. Oh. Quelle est la vôtre? Oui, alors, moi, je suis forcément influencé par mon ancien métier, par mon métier que je continue encore à pratiquer d'une autre façon, mais moi, je vais prendre au préalable une définition assez simple de la diversité. C'est la présence dans une entreprise de personnes très différentes. Alors, quand on a dit ça, on n'a pratiquement rien dit. Et en tant que personne des ressources humaines, en fin de compte, j'en ai identifié deux qui sont très, très importantes. La première, c'est la diversité identitaire. Patrice en a beaucoup parlé. C'est très important parce qu'on a un rôle social dans l'entreprise à jouer. On doit représenter la société, nos clients. Pour toute société, ces clients sont divers. Et la diversité identitaire, celle de genre, celle d'orientation sexuelle, d'origine ethnique, d'origine régionale, d'âge, extrêmement importante. Et puis, il y a une autre définition aussi extrêmement importante pour l'entreprise, qui est la diversité cognitive de l'entreprise. C'est-à-dire que le drame d'une entreprise, c'est qu'elle a deux choses à faire en même temps. Elle doit être à la fois très efficace, et pour ça, elle a besoin d'être très homogène, parce que les équipes très homogènes sont plus efficaces. C'est triste à dire, mais si vous mettez des gens qui sortent de la même école, qui ont appris les mêmes façons de raisonner, qui sont à peu près des mêmes tranches d'âge, qui ont les mêmes tendances, ils vont être extrêmement efficaces ensemble. Et puis d'un autre côté, l'entreprise, elle se doit d'innover. Innover pour ses clients, innover pour de nouveaux produits. Et l'innovation, elle ne vient pas de l'homogénéité. L'innovation, elle vient de l'hétérogénéité. Et donc, la diversité cognitive, dans la façon dont on regarde les problèmes, on règle les problèmes, est extrêmement importante. Je vais prendre un exemple au niveau ressources humaines. Quand j'ai commencé, moi, dans les ressources humaines, il fallait embaucher des gens, notamment en France, qui avaient un parcours, une origine de juriste, parce qu'il y a une dominante très forte au niveau des négociations sociales avec les syndicats. Moi, très vite, je me suis aperçu que construire des équipes en rajoutant des anthropologues, des designers, des gens qui étaient des ouvriers qui sont devenus chefs d'équipe dans une usine, des ingénieurs, des gens qui sont des MBA, donner à l'équipe ressources humaines une capacité pour comprendre les problèmes et innover
face à ces problèmes, beaucoup plus forte que si on était tous avec le même parcours. Donc, cette diversité cognitive est tout aussi importante que la diversité identitaire, sachant que la diversité identitaire influence énormément la diversité cognitive. Mais comment on fait pour savoir si c'est quelque chose qu'on a au sein de notre équipe ou au sein de notre entreprise? Oui, alors ça, c'était une grande question pendant longtemps pour moi. J'ai trouvé, entre guillemets, la réponse à travers les recherches qui ont démarré il y a très, très longtemps, une quinzaine d'années, par certains professeurs, dont une professeure très, très connue qui travaille à Michigan State, qui s'appelle Dr. Lynn Van Dime, qui a créé un peu plus tard ce qu'elle appelle le centre Cultural Intelligence Center, donc qui a identifié cette notion d'intelligence culturelle, un petit peu comme on parlait aujourd'hui de l'intelligence tout court, hein, l'IQ, hein, et puis l'EQ, l'intelligence émotionnelle. Elle a identifié ce qu'on appelle l'intelligence culturelle, c'est-à-dire cette capacité qu'ont certaines personnes à être efficaces, quel que soit l'environnement culturel dans lequel ils évoluent. Et pourquoi sont-ils comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut construire? Et elle apporte une réponse en disant c'est quelque chose que peut construire. Et elle nous apporte une réponse en disant identifiez ces éléments-là et construisez-les autour de ce qui vous motive, sur la connaissance, pour construire des plans d'action et avoir une vision stratégique de ce que vous voulez faire dans un contexte multiculturel ou plutôt interculturel. Ça fait beaucoup des réflexions et de voir, d'identifier premièrement ces choses-là et comment on peut le travailler. Laurent Bernard, quand on a discuté ensemble en préparation, on a beaucoup parlé de la pandémie et du fait que le travail et toute l'organisation du travail a changé. Et en matière de diversité et d'inclusion, avec la pandémie, vous avez une vision très, très spéciale de la chose. J'aimerais que vous puissiez nous en parler. Oui, alors la première chose qui m'a surprise et qui m'a fasciné quelque part, c'est, on parlait du numérique. Et ce numérique, il existe dans les entreprises depuis longtemps. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les salariés l'utilisaient, mais pas les dirigeants. C'était bon pour tout le monde, sauf pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sur Slack, ils sont à peine sur LinkedIn, ils utilisent les téléconférences, les visioconférences, non, il fallait venir dans la salle de réunion. Le travail à distance, c'est une chose qui est inconcevable pour beaucoup de ces personnes-là. Donc, il y avait l'existence du numérique et de tout ce que ça peut apporter pour connecter les gens, pour l'innovation, pour la créativité, n'était pas vraiment bien utilisé parce que les équipes dirigeantes ne les considéraient pas comme étant pour elles. Et grâce à la pandémie, tout le monde a été mis sur un pied d'égalité au départ. C'est-à-dire il fallait utiliser le numérique pour pouvoir être connecté aux autres d'un seul coup. Et ça a été un grand pas et on voit aujourd'hui dans toutes les strates de l'organisation, à tous les niveaux, des gens qui maintenant deviennent plus familiers avec ce numérique et ça, c'est une bonne chose. Alors, peu importe où on se trouve dans l'entreprise, tout le monde travaille avec les mêmes outils maintenant, chose qui n'était pas le cas avant la pandémie. Mais non, ce qui n'était pas le cas du tout. Et le nombre de fois où une entreprise lançait des outils numériques et puis vous aviez le CEO, le comité de direction qui les utilisait jamais, et puis il y a le secrétaire derrière qui disait, ou le secrétaire qui disait non, ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, je le remplirai pour lui. Je le ferai pour lui. Parce que généralement, et trop souvent, c'est un lui. Et donc ça, c'est un grand changement. Par contre, je trouve dans cette crise-là, il y a beaucoup d'inégalités. Et la valeur de l'inclusion, c'est de créer de l'égalité entre les personnes dans l'entreprise. Et il y a beaucoup d'inégalités parce que travailler de chez soi est une chose dépend évidemment beaucoup de son chez soi. Moi, j'ai la chance de pouvoir m'offrir un accès Internet qui est rapide. J'ai une maison qui est assez grande. Je peux m'isoler. J'ai plus d'enfants à la maison, donc je n'ai plus de soucis à me faire de ce côté-là. C'est pas le cas de tout le monde. Et je pense qu'il est extrêmement important d'être encore plus empathique, de faire jouer encore plus son intelligence culturelle quand on est justement derrière des écrans, quand on se voit d'un seul coup, pour donner la possibilité de mieux comprendre l'autre, pour qu'il ait la possibilité de s'exprimer et d'exister et d'appartenir à cette entreprise plus virtuelle qui est en train de se créer.
Et en une minute, Laurent Bernard, d'un point de vue diversité, inclusion et ressources humaines, s'il y avait 3 choses que vous aimeriez que les gens qui sont ici ce soir retiennent, ce serait quoi ces 3 choses-là? Voilà. C'est que 3. J'ai bien aimé ce qu'a dit Patrice tout à l'heure, les codes. Il faut faire attention dans l'entreprise. C'est plein de codes, c'est plein de biais qui faussent les règles du jeu. Dans la façon dont on recrute, ne serait-ce qu'une annonce. Donc réfléchissez sur vos codes dans l'entreprise. Quels sont-ils? Quelles solutions, quels résultats ils vous procurent. Donc réfléchissez bien sur vos codes. La deuxième chose auquel je vous inviterai tous, c'est que la diversité et l'inclusion, c'est une affaire non pas simplement du CEO, c'est une affaire de tous. Nous construisons l'entreprise que nous voulons voir. Donc il faut équiper les salariés avec cette capacité de se connaître eux-mêmes. Quels sont mes a priori? Quels sont mes biais cognitifs? Avec qui je me sens plus à l'aise que d'autres? Comme l'a dit Fabrice, quels sont mes amis? Si j'étais à un conseil d'administration, et si je me reconstruisais un conseil d'administration pour moi, qui j'ai envie de mettre dans ce conseil d'administration pour m'aider? Donc, aider les gens, parce que ça va partir de là, et aider les managers à développer leur intelligence culturelle, parce qu'ils sont les chefs d'orchestre, ils sont les catalyseurs de cette diversité, de cette inclusion au jour le jour, parce que ce sont des créateurs d'expérience. Et c'est l'expérience qui fait que vous existez, c'est cette expérience que le manager crée avec vous, le leader crée avec vous, qui vous fait que oui, j'appartiens à cette entreprise, oui, je me sens en sécurité, oui, je vais pouvoir innover, oui, je vais pouvoir prendre des risques, oui, on va gagner ensemble. Et ça me semble être très important. Merci beaucoup, Laurent Bernard. Marie-Pierre, toi qui es chef d'entreprise, j'imagine que ces conseils judicieux-là te parlent. Tout à fait, Catherine. Puis, ça fait plusieurs fois que j'entends Laurent et à chaque fois, j'en apprends. Donc, je ne savais même pas qu'il était avocat. Donc, Laurent, j'ai vraiment envie de te mettre sur le spotlight sur un élément qui m'avait vraiment marqué quand je t'ai rencontré. J'ai eu la chance de te rencontrer quand tu avais le poste de vice-présidence à Steelcase. Pour les gens qui ne connaissent pas Steelcase, c'est une organisation qui vend en premier lieu du meuble. Et on est en train de faire justement notre nouveau bureau à Montréal je suis allée avec ma collègue de travail aux États-Unis pour rencontrer les gens de Steelcase pour pouvoir voir comment l'environnement physique pouvait au contraire interpeller puis justement répondre à des besoins de diversité, d'inclusion, de technologie, autant pour nos clients, pour nos employés. Puis Laurent, tu m'as interpellée beaucoup parce que déjà là-bas, il n'y avait pas de bureau, personne n'avait des bureaux, ça fait des années. Le numérique était à fond la caisse. Tu me parlais déjà de diversité, tu me parlais déjà d'initiatives de leadership, de positionnement de la femme, de positionnement des cultures, des nouvelles horizons et tout ça. Tu as mis en place une multitude de choses pour cette organisation-là de plus de 18 000 personnes. Concrètement, avec cette expérience-là, comment nous, on pourrait ramener ça dans nos organisations puis faire des petits pas pour être capable d'avoir un impact autant justement sur le multigénérationnel, sur les femmes, sur le numérique, sur tout le monde pour qu'on vive cette inclusion-là dans un contexte où est-ce que tu as été proactivement un des acteurs de changement là-bas? Une des choses que j'ai apprises chez Steelcase au cours de 25 années chez eux, c'est que c'est l'approche qu'on appelle du design thinking aux États-Unis, l'approche du design. C'est-à-dire que c'est un problème complexe, la diversité et l'inclusion. C'est pas un problème comptable, c'est pas un problème de quota, c'est un problème d'expérience pour les êtres humains. Et moi, j'aime bien précédemment, quand j'ai écouté, il faut impliquer vos équipes. Il faut impliquer. Ce que vous ne savez pas, vous n'allez pas le découvrir par vous-même. Vous ne saviez pas que le micro de couleur peau blanche était quelque part un problème tant que vous ne l'avez pas entendu par la personne qui le vit. Donc, il faut impliquer les salariés. Et moi, je me souviens, par exemple, je vais prendre un seul exemple. Mais chez Steelcase, à un moment donné, les salariés, quand on les écoutait, à travers des focus group, on parlait avec eux, et il y en a certains qui disent, oui, il y a eux et nous. Enfin, il y a vous et nous. Et alors, je dis, mais c'est quoi vous? Mais il y a le headquarter. Le headquarter, c'est vous. Et nous, et quand on n'est pas au headquarter, on sent qu'on n'est pas inclus. Qu'est-ce qu'on a fait? On a supprimé le mot headquarter. On a appelé tous les bureaux de la même façon, des office centers, des work-life, on les a appelés comme ça, et tout le monde était dans un work-life. Il n'y avait plus eux et nous. Et je pense que impliquer les salariés, parce qu'ils vont vous dire ce qui crée va à l'opposé de l'inclusion, vous allez pouvoir le régler. Et c'est des petites choses, ce sont des mots, ce sont des codes, ce sont des pratiques, ce sont des process.
Et ceux-là, ils ont gangréné l'entreprise depuis des années et plus personne ne les voit. Marie-Pierre, si tu veux bien, Alexandre a une question pour Laurent Bernard. Très cool. Alexandre, c'est à toi. Parfait. Salut, Laurent. Moi, je suis curieux. Je sais que je suis conscient que tu n'as pas de boule de cristal pour voir dans le futur, mais je serais curieux de savoir, par ton expérience en ressources humaines, comment est-ce que tu entrevois le futur post-pandémie? On voit que la pandémie a vraiment amené les entreprises à développer le télétravail, le travail à distance. Est-ce que tu crois que quand on va finir par se sortir de la pandémie, est-ce que tu crois que ça va continuer dans cette direction-là de télétravail, puis même peut-être se développer de plus en plus? Ou si les gens vont s'être tellement ennuyés de travailler en équipe, en groupe, si ça va créer vraiment l'effet inverse puis complètement éliminer le télétravail pour ramener tout le monde à l'essence du travail en équipe dans une même place d'affaires? Oui, alors bon, moi aussi, hein, je ne suis pas très fort pour les boules de cristal, mais ce qu'on peut regarder, c'est quelles sont les tendances que cette crise a amenées. Ces tendances comme le numérique, on s'aperçoit qu'on peut travailler à distance, mais on s'aperçoit aussi que c'est plus difficile pour certaines activités de travailler à distance. Encore une fois, l'innovation pure, elle a beaucoup plus d'efficacité. J'étais avec mon entreprise ce matin, on faisait du brainstorming en virtuel. Je pense qu'on est un peu moins efficace, même si on le devient plus que quand on est en réel. J'en ai parlé tout à l'heure, donc la notion de choix va émerger. J'espère que cette notion de choix va vraiment persister. Je crois que ça va être amplifié par le fait qu'il y a un changement générationnel aussi qui s'opère, qui a commencé il y a déjà une quinzaine d'années. Hein, les baby boomers, merci, partent à la retraite et les nouvelles générations vont être beaucoup plus ouvertes avec sur ce genre de concept. Donc la notion de choix, et la notion de choix, elle est basée sur une chose, la confiance. C'est la confiance que le leader doit comprendre. Et il y a deux types de leaders. Il y a celui qui dit la confiance se gagne, il y a celui qui dit la confiance se donne. Et moi, je crois aux leaders qui disent que la confiance se donne. Parce qu'après, vous rendez l'autre responsable de maintenir, de cultiver cette confiance et de ne jamais la détruire parce qu'elle détruit votre image de marque. Et donc, travailler à distance, l'utilisation du numérique, va être fondée sur cette confiance qui va reprendre de la vigueur, être très, très forte. Et puis, je pense aussi aux femmes. Aussi, c'est important, le nombre de postes dans le passé, on disait, vous voyez, nombreux voyages liés au poste. Vous vous souvenez, et c'est une façon de dire, femmes, pas bienvenues. Les femmes ne sont pas bienvenues. Voilà. Et donc, cette notion-là va disparaître. Parce que grâce à la visioconférence, on va s'apercevoir que voyager n'est pas si important que ça. On peut être très international, très connecté en restant chez soi ou au siège. Donc ça va ouvrir plein d'opportunités et je crois que ça va changer. Rien ne sera comme avant de toute façon. Merci, c'est une super belle réponse. Il n'y a plus rien qui va être comme avant, je pense. Juste avant d'aller sur le plateau de Montréal, j'aimerais poser la question à Alexandre et Valérie parce que notre événement tire à sa fin. Si vous aviez une chose que vous retenez en matière de numérique au féminin, diversité et inclusion de ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous rapportez dans vos valises, mettons? Bien, moi, je pense que ça se résume en un mot. Bien, pour ma part, c'est la communication. Parce que si on ne parle pas, on ne le sait pas. Exact. Tu sais, je pense à Fabrice qui disait tantôt par rapport à son micro. C'est le genre de truc que nous, en tant que Blancs, on ne le réalise pas du tout. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Exact. C'est important que Fabrice, le travail qu'il fait, de nous ouvrir les yeux là-dessus puis de nous en parler. Puis je pense qu'après ça, de notre côté, même... Je pense pas que c'est méchant. C'est juste qu'il faut juste se le dire. Tu sais, c'est tout simplement ça. Exact. Diversité et inclusion, ça passe peut-être par la communication. J'aimerais vous poser la question sur le plateau de Montréal. Si vous aviez une chose que vous retenez de l'événement qu'on a fait aujourd'hui, des discussions qu'on a eues. Peut-être, je commencerai avec Lynn. Lynn, ce serait quoi? Moi, c'est juste wow. Tu sais, Fabrice a parlé plein de choses du code, Valérie aussi, Alexandre, puis Laurent. C'est la mobilité, comment on ouvre le monde. J'aurais le goût de jaser pendant 1h30 encore. Là, donc, c'est juste wow. Tu sais, peut-être pour revenir avec la communication de Valérie, c'est le partage, tu sais, d'avoir ces discussions-là. On grandit aussi, puis on apprend plein de choses. Donc, juste wow. Et Fabrice? Je pars avec plein de liens que je fais entre les différents témoignages. Donc, il y a ça qui est précieux pour moi. Donc, merci pour cette belle conversation. Il y a un élément en particulier qui a attiré mon attention, c'est la notion de l'homogénéité qui génère de l'efficacité.
pour moi, ça signifie que c'est pas nécessairement mauvais, justement, l'homogénéité. Donc, comment est-ce qu'on trouve un équilibre? Donc, je retiens ça beaucoup. Comme gestionnaire, je repars avec ça en disant, oui, la diversité, et comment est-ce que, par moment, la diversité, justement, peut être un frein à la productivité? Donc, d'être capable de manier les deux puis de jouer avec les deux, je pense que ça m'apparaît que c'est un élément saillant pour moi. Ouais, c'est vrai, hein, trouver l'équilibre délicat dans tout ça. Et Laurent, ce serait quoi s'il y avait peut-être une chose, ce serait laquelle? C'est beaucoup d'humilité par rapport à un problème complexe. Et cette humilité va vous forcer à écouter, observer et pas juger. Merci pour d'avoir partagé avec nous votre vision de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Juste avant la conclusion, il y a quelque chose que je voudrais vous présenter. En fait, il y a quelques semaines, j'ai eu le grand bonheur de rencontrer 3 jeunes femmes hautement inspirantes. Elles sont derrière le mouvement Féminité, vous comprenez le lien. Et ouais, je suis complètement tombée sous le charme de ces jeunes femmes-là qui, c'est une relève qui déborde d'initiatives et d'ambition. Puis j'avais une très bonne nouvelle à leur annoncer. Alors, on parle maintenant de Féminité Université Laval. J'aimerais que tu puisses me dire, dans le fond, l'histoire derrière votre projet. Donc, Féminité Université Laval, en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on était beaucoup de femmes au milieu TI, dans le milieu TI, que ce soit dans le milieu universitaire ou dans le marché du travail. Puis, le désir qu'on avait, créer une communauté pour les encourager, pour leur donner des ressources et aussi des opportunités. D'ailleurs, aussi créer un réseau de contacts intéressant. Si bien que les étudiantes de Féminité à l'Université Laval qui rejoignent le groupe vont pouvoir avoir déjà un lien avec le marché du travail, avec des femmes fortes, avec des femmes qui sont intéressantes, si bien que la transition risque de se faire avec confiance, puis c'est ce qu'on souhaite en fait créer comme mouvement. Alors dis-moi, Amélie, à qui s'adresse Féminité Université Laval? C'est certain qu'au départ, on l'a vraiment pensé pour les femmes qui étudient en technologie, les femmes qui sont à leur début aussi sur le marché du travail en technologie, mais on veut vraiment l'élargir à tous les horizons professionnels et académiques pour tous les domaines qui peuvent être associés aux technologies. C'est pas nouveau qu'aujourd'hui, tous les domaines peuvent être en lien avec la technologie, donc de démystifier un peu le domaine, de s'intéresser à ça, pour nous, c'est vraiment important. Puis on veut aussi que les femmes qui sont déjà sur le marché du travail, puis qui se disent « Moi, j'aurais voulu savoir ça quand j'ai commencé, j'aurais des conseils, j'aurais aimé être informée sur certaines choses », mais on veut les mettre en contact puis créer quelque chose de beau avec ça. C'est à moi que revient l'honneur de vous annoncer que pour une 2e année, on remet une bourse. Et cette année, la bourse Mon Avenir TI, numérique au féminin, d'une valeur de 1 000 $ est remis à Féminité Université Laval. Alors, Merci à Mon Avenir TI, numérique au féminin, c'est incroyable. Donc, tout d'abord, merci beaucoup à Mon Avenir TI. Étant donné qu'on est dans les débuts de l'association, la bourse numérique au féminin va nous permettre de promouvoir l'association et nous permettre le démarrage de celle-ci. Par la suite, ce soutien financier nous donnera les moyens pour encourager les initiatives et les activités du regroupement que l'on veut encourager. Des activités telles que du mentorat par des femmes engagées dans le domaine, des 5 à 7, des conférences, des panels et plus encore. Marie-Pierre, tu l'as mentionné tantôt dans une des discussions que tu as eues. Maintenant, quand on parle de numérique, on ne parle pas juste de programmation, on ne parle pas juste de code. Le numérique, maintenant, ça touche absolument tous les domaines professionnels. Et la preuve est là. Tout à fait, tous les domaines. Puis c'est un peu le message qu'on veut donner, qu'on veut porter, c'est que dans le fond, le numérique, surtout avec la pandémie, ça touche tout le monde. Ça donne aussi des grandes opportunités et ça donne des opportunités aux femmes, principalement, de s'émanciper puis de prendre leur place. Donc, le fameux 11 % on le veut plus, on veut l'éclater. Je disais à mon fils, justement, avant hier, quand je lui parlais, il me disait « Maman, pourquoi tu restes à Montréal pour un événement? Pourquoi les femmes ont besoin d'un événement? Ils sont tellement puissante en affaires. La prochaine génération a ce don de pouvoir nous positionner autrement, mais j'aimerais ça, moi, personnellement, être là pour pouvoir voir la carrière puis ma fin de carrière avec une parité, si on était capable. Donc,
Merci beaucoup d'ailleurs aux commanditaires. Merci aux conférenciers d'être là. Merci beaucoup à ceux qui sont venus nous écouter et qui, donc, sont très chauds au mouvement. On vous espère l'année prochaine. Et, Si tu me pour la permets, 5e édition. Marie-Pierre, oui, si tu me permets, je voudrais qu'on puisse mentionner nos commanditaires Prestige, qu'on puisse les remercier. Je parle ici de LGS, je parle de Corem également, CGI, Landry et Associés, Beneva, Fortinet, Infidem, Promutuel, Investissement Québec, CNE, SST, ainsi que KPMG et Égide. Alors, merci à tous ces gens-là et également à nos partenaires qu'on a mentionnés en tout début d'événement qui ont fait en sorte que la 4e édition a pu se jouer d'un bout à l'autre de l'autoroute 20 avec près de 800 personnes qui étaient connectées et de pouvoir pu offrir un événement comme celui-là gratuitement. Marie-Pierre, je voudrais te remercier de porter le mouvement numérique au féminin. Merci de ton implication et d'incarner ce mouvement-là. Moi, j'ai appris énormément durant les derniers mois à travailler avec vous. Ma vision a énormément changé et je sais maintenant que j'ai un travail à faire pour aller un peu plus loin dans la diversité et l'inclusion et passer ça à la prochaine génération. Merci de m'avoir impliquée là-dedans. J'en suis honorée et merci de porter le mouvement numérique au féminin. Et j'invite ceux qui désirent s'investir pour l'année prochaine. On prend des bénévoles et on prend des gens là, qui vont porter le mouvement avec nous. On le voit, là, les entreprises qui nous suivent depuis des années et les nouvelles entreprises qui se joignent. Vous avez vu là, la grappe de partenaires, c'est incroyable. Et la qualité de nos conférenciers, là, je suis dans la gratitude ce soir. Merci de tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Merci. Et pour clore cette soirée, je remercie tous nos invités, Lynn, Fabrice, Laurent, Valérie, Alexandre. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Merci aux nombreuses personnes, aux centaines de personnes qui ont participé à l'événement. Et on va clore ça comme on l'a commencé avec de la très, très bonne musique signée DJ Abeille. Merci beaucoup et soyez là l'année prochaine pour la 5e édition. Bonne soirée tout le monde.